En presbytie, vous pouvez avoir deux types d'exercices qui sont soit des exercices pratiques, soit des exercices théoriques. Alors dans la pratique, vous avez deux tests qui sont ce qu'on appelle les tests rouge-vert. Donc rouge-vert, bien évidemment, comme on fait de la presbytie, c'est en vision de près. Et vous avez sinon le CCF, cylindre croisé fixe. Ils se ressemblent énormément, donc je les mets dans la même catégorie. Et vous avez un autre test, un troisième test, qui s'appelle le test de Sherd. Et là, il est un peu plus théorique celui-ci. Donc Sherd. Et alors, par contre, très souvent, comme il y a un peu plus de matière là-dessus, il tombe un peu plus souvent le test de Sherd, d'accord? Donc, on va quand même bien le travailler. Vous avez le test rouge-vert, le CCF ou le test de Sherd. Suivez bien, c'est très important. Vous le faites en vision de près, d'accord? Donc, on vous propose avec vos compensations lunettes. En général, le test rouge-vert se fait soit dans les examens préalables, soit tout à la fin de la compensation vision de loin, on va vérifier la vision de près, d'accord? Donc, on va faire le cas le plus classique, c'est quand on va vérifier la vision de près après avoir parfaitement compensé quelqu'un en vision de loin. Quand quelqu'un est presbyte, il est parfaitement compensé en vision de loin. Quand on lui propose quelque chose en vision de près, il va mettre en jeu dans ces tests-là l'accommodation confortable. Et comme il est presbyte, forcément, il n'aura pas assez d'accommodation confortable pour faire la mise au point. Donc le bloc, les images, vont rester en arrière. Ce qui fait que, alors, déjà, la première question qu'on risque de vous poser pour le test rouge-vert, c'est sur quoi est basé le test rouge-vert. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette phrase-là, on la connaît tous par cœur, c'est les tests rouge-vert sont basés sur les aberrations chromatiques longitudinales de l'œil. On est tous d'accord sur ça? Donc, déjà, première question qu'on risque de vous poser. Donc, le test rouge-vert, rouge-vert, est basé sur les aberrations chromatiques longitudinales de l'œil. Wow, je ne sais plus écrire. D'accord? Donc ça, c'est la première question qu'on va vous poser pour un test rouge-vert. Deuxième question, c'est quelle est la réponse la plus probable? Alors, si vous êtes dans le cas du sujet qui est parfaitement compensé en vision de loin et on lui propose le test en vision de près, forcément, il n'aura pas assez de réserve accommodative pour être confortable à 40 cm, donc le bloc va rester en arrière. Les images vont rester en arrière, d'accord? Quand je parle de bloc, c'est vert, jaune, rouge, vous vous rappelez? Donc, l'idée, c'est que vous allez devoir faire un schéma pour pouvoir montrer pourquoi il y a une des deux couleurs qui sera préférée. La question, ce sera: les caractères noirs seront-ils plus nets, plus noirs, plus contrastés sur fond rouge ou sur fond vert? Donc nous, on sait que ça va être sur fond vert, finalement, parce que le bloc va être en arrière. Donc on va devoir montrer qu'il va préférer les caractères sur fond vert. Et donc la deuxième question, ce sera de montrer un schéma pour comparer les deux taches de diffusion, celle du rouge et celle du vert. D'accord? Donc je vais ici faire un schéma de l'œil. Je vais devoir un peu séparer les deux là. Oui. Faire un schéma de l'œil. Donc H', H', R'. Je vais prolonger un petit peu. Et donc, le sujet porte uniquement, bon, c'est positif ou négatif, à la limite, on s'en fout, il porte uniquement ses visions de loin. Ça va pour tout le monde, mais il est parfaitement compensé. Hein. Le test est placé en vision de près. Donc, ML est proche. Oui? Donc, j'envoie des rayons, vision de près. Mais le bloc, forcément, il passe où? En arrière. Donc, M' jaune est ici. On est tous d'accord? Alors ensuite, il va y avoir donc les aberrations. Hein, donc en gros, la tâche va être un petit peu empâtée hein, de couleur. Et donc, la couleur à gauche, ce sera laquelle? M' vert à gauche et M' rouge en arrière. On est d'accord? Donc l'ordre ne change jamais. Vert, jaune, rouge. Vert, green, gauche. Rouge, right. Red, right. Donc on est à droite. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Donc, une fois qu'on a réussi à positionner tout ça, on va devoir faire les tâches de diffusion. Donc, on y va pour les rayons émergents. On part de là, tac, et tac. Donc, on a une petite tache verte. Une fois qu'on a fait le premier rayon vert, on va positionner qui? Les pupilles. Très bien, les pupilles de sortie. PS. Et enfin, on fait le deuxième rayon rouge. On part des pupilles, on va vers le rouge. Mais attention, il faut aller jusqu'à H'. Hein. D'accord? Donc, voilà comment sont faits les rayons. Et ici, on voit que quoi?
que le diamètre de Z' rouge est supérieur au diamètre de Z' vert. Donc, les caractères sur fond vert seront préférés. On est d'accord? Seront plus nets. Seront plus nets. Ils ne sont pas nets, hein, mais ils seront plus nets. D'accord? Donc ça, c'est pour le test rouge-vert, pour expliquer pourquoi, quand on fait un test rouge-vert, à la fin de l'examen de vue en vision de loin, pour pouvoir rechercher la vision de près, on a les caractères sur fond vert qui seront préférés. Je vous laisse déjà prendre ça, et on va voir juste après, derrière, un petit cas pour le test rouge-vert où ça peut arriver. Parce que, rappelez-vous, le test rouge-vert, on peut aussi le faire dans les examens préalables. D'accord? Donc, il y a des fois des variantes qui peuvent arriver. Il existe des cas où le sujet peut préférer le rouge. Ils sont rares, mais c'est possible. Alors, c'est possible quand, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des spasmes accommodatifs. Alors, ça n'arrive pas quand vous êtes presbyte, finalement. Mais ça peut arriver quand vous faites les examens préalables. Quand vous faites les examens préalables, vous ne savez pas si la compensation du sujet est bonne. Peut-être que sa VP est trop faible, et là, on serait dans ce cas-là. Donc, si la VP est trop faible, vous êtes d'accord avec moi que les images restent en arrière. Mais si la VP est trop forte, il y a un risque que quoi? Que les images soient devant. Et donc, en fait, si vous avez quelqu'un, imaginez, qui est presbyte, mais quand vous relevez son revip et son harmon, vous vous rendez compte qu'il a quand même tendance à beaucoup rapprocher. Ça veut dire que sa VP est trop forte. Et donc, si vous lui faites un test rouge-vert à cette personne-là, à 40 cm, parce que le test rouge-vert se place à 40 cm et pas à la distance à laquelle le sujet a l'habitude de travailler. Hein. On ne le met pas à la distance revip, on le met à la distance harmon, la distance idéale de travail, qui est en général 40 cm. Donc si quelqu'un a une VP trop forte et que vous placez un test à 40 cm, forcément, il y a des grandes chances que quoi? Que le sujet vous dise, bah, je préfère les caractères sur fond rouge. Pourquoi? Parce que le bloc entier, si la VP est trop forte, c'est un peu comme l'équivalent de quelqu'un qui accommoderait trop. Et donc, le bloc serait de l'autre côté. Donc, je vous montre si la VP est trop forte, et vous le savez, parce que des fois, ils vont vous le dire quand même, la VP est trop forte, donc qu'est-ce que vous attendez comme réponse? D'accord? Si la VP est trop forte, donc si VP trop forte, on va être dans cette configuration-là, où quoi? On va avoir un œil avec un bloc qui ne va plus être derrière, mais plutôt devant. Donc, ça peut arriver. Alors là, c'est toujours... Alors là, par contre, c'est pas DL, finalement. C'est DP plus delta P. Et c'est delta P trop fort, limite. On est d'accord? Enfin, en tout cas, le bloc entier, DP plus delta P, est trop fort. On a toujours ML qui est à 40 cm. On a toujours des rayons qui sont là. Par contre, maintenant, cette fois-ci, comme le bloc est en avant, alors l'ordre vert, jaune, rouge ne bouge pas. Hein. Le vert est toujours ici. Et le rouge est toujours ici. D'accord? Le vert toujours en avant et le rouge toujours en arrière. Donc, tac, tac, je fais mes premiers rayons pour ensuite placer mes pupilles. Rappelez-vous, les pupilles, ne les mettez pas au début, sinon vous allez galérer. Vous les faites après avoir fait le premier rayon. Et ensuite, vous partez de la pupille pour faire le deuxième rayon. Et là, on voit cette fois-ci que quoi, ici, maintenant? Que la tache rouge, donc diamètre de Z' rouge, est plus petit cette fois-ci que diamètre de Z' vert. Et donc là, il va préférer les caractères sur fond. Donc, préfère les caractères sur fond rouge. Préfère les caractères sur fond rouge. Donc, faites attention, si vous voyez, s'il y a des indices qui disent dans les examens préalables, la VP est trop forte, ils font un test rouge-vert, ils vous diront quelle est la réponse la plus probablement attendue. Si la VP est trop forte, et vous le savez, si par exemple vous comparez revip Harmon et que revip est plus petit que Harmon, ça veut dire en gros tendance à rapprocher. Si vous faites le test à 40 cm, vous vous attendrez plus à avoir quoi? Une préférence sur le rouge. D'accord? Ou s'ils vous disent, par exemple, il a une préférence sur le rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devrez dire quoi alors? Bah la VP est trop forte. Et vous devrez faire ce schéma. On est d'accord sur ça? Donc on va regarder maintenant le CCF. Alors le CCF, au lieu de vous dire sur quoi est basé le test, parce qu'il n'y a pas de sur quoi est basé le test, hein, enfin, vraiment sur les tests de diffusion, ils vont vous dire la première chose, c'est quoi? Alors ils peuvent vous dire, comme l'année dernière, genre pochette surprise, que veut dire CCF? Je sais pas pourquoi ils nous ont sorti ça l'année dernière, genre que veut dire CCR? Ils peuvent vous sortir cette année, que veut dire CCF? CCF, c'est quoi? C'est cylindre croisé fixe. On est d'accord? Donc CCF, c'est cylindre croisé fixe. Donc ce serait peut-être une première question un peu bonus, finalement. Deuxième question, ou en tout cas pour moi, ce serait la première question, finalement. Quelle est la formule du CCF? C'est quoi le vert qu'on met devant les yeux? Oui. Plus 0,50, oui, moins 1 à 90. Très bien. Donc la première question, parce que bon, l'autre, c'est pas vraiment une question.
La première question, ce serait donner la formule du CCF. Deuxième question, c'est quel défaut ça crée? Parce que ça crée un astigmatisme. Mais un astigmatisme quoi? Alors pas myopique du tout, déjà pour commencer, parce que le bloc va être derrière, parce qu'on est en vision de près. Mais ça crée alors mixte, ok, mais comme on est en VP, on va pas parler de ça. Mais c'est plutôt la nature de l'astigmatisme. C'est direct, inverse, oblique. Alors, malgré le fait que vous pensez quelque chose, ce sera donc ce qu'on appelle un astigmatisme. Un astigmatisme direct. Donc ça crée un défaut d'astigmatisme direct. Je vais vous le prouver parce que j'ai l'impression que personne ne me croit. Vous êtes prêts? Ils vous diront à ce moment-là, vous lui proposez une croix Jackson. On est d'accord que quand on fait le CCF, on propose une croix Jackson, des horizontales et des verticales. Ça va pour tout le monde? Et ils vont vous dire, ce test-là, alors ce test-là, on ne le fait pas dans l'examen préalable, on le fait vraiment que à la fin de la compensation parfaite pour régler la vision de près. On est d'accord? Donc, le sujet est parfaitement compensé avec ses compensations vision de loin. Vous lui proposez un test à 40 cm, il est presbyte. Le bloc passe en arrière. On est d'accord? Le bloc passe en arrière, ce qui fait que vous allez devoir faire un schéma pour savoir est-ce que c'est les verticales ou les horizontales qui vont être préférées. Nous, on s'attend forcément à ce que ce soit toujours les horizontales. On va expliquer pourquoi. Donc, suivez bien. On va créer, donc on va faire le schéma d'un œil. H, H', R' qui va être ici, et ici, le sujet ne va juste avoir que DL. ML est en vision de près, donc j'envoie des rayons en vision de près. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Je sais que le bloc entier va être où? En arrière, oui. Donc là, je vais avoir le bloc. Enfin, M' du CMD, si vous voulez, parce que je vais créer un astigmatisme. Donc M' central, ce sera celui-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Le vert, il va porter en plus quoi comme vert? Il va porter très bien le CCF, qu'il ne faudra pas bien évidemment oublier. Donc il va porter le CCF et il va porter la compensation vision de loin. On est d'accord? À cause du CCF, le sujet va avoir un astigmatisme qui va être créé. Et c'est quoi comme astigmatisme? Il va subir plus 0,5 à 90. Ça veut dire que M' va passer un peu plus en avant pour le M' 90. Vous comprenez? Quand je mets du plus, ça passe de la droite vers la gauche, oui. Donc M' 90 va se situer ici, on est d'accord? Parce que le sujet, en étant parfaitement compensé, il n'a qu'une seule image, mais quand je veux lui créer l'astigmatisme avec plus 0,5 pour 90, bah, l'image va basculer un petit peu en avant. Et pour 0, il va avoir quoi? Moins 0,5 si je fais la transpo, d'accord? Donc son image va basculer en plus loin, en arrière. Donc il va y avoir M'0 ici. En fait, le fait de rajouter un vert qui va créer un astigmatisme sur quelqu'un qui n'avait pas d'astigmatisme, ça va créer un défaut. D'accord? Et donc finalement, hop, voilà ce que je vais avoir comme défaut qui va toujours être le même. Ça va toujours créer un astigmatisme direct. Pourquoi direct? Parce que M'0 est le plus en arrière. Tout le monde le voit? Donc, ça crée un défaut d'astigmatisme direct qui va toujours être le même, parce que d'où le nom du test, c'est un cylindre croisé fixe. L'axe ne bougera jamais. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des tâches de diffusion? Donc, je vais faire 2 rayons. Alors, évitez de prendre du rouge et du vert parce que ça peut porter à confusion sur du test rouge-vert, vu que c'est un peu les mêmes tests, hein, ils sont un peu pareils. Donc, prenez par exemple du bleu et du noir. Et donc, je vais faire un premier rayon qui passe par 90. Ensuite, je vais faire mes pupilles. Rappelez-vous, hein, toujours je commence par un rayon, ensuite je fais les pupilles. Et enfin, je vais aller des pupilles vers M'0. Des pupilles vers M'0. Et donc, la tâche de diffusion, je vais devoir montrer ce qui va se passer au niveau de IR'. Alors, pour l'image rétinienne, le 0, il est où? À gauche ou à droite? À droite, très bien. Donc, et pour l'extériorisation, le 0 est à gauche. Bien évidemment, on ne me fait pas de folie comme vous faisiez avant. Le grand axe, c'est qui? Qui a la plus grosse tâche? C'est 0. Donc, la plus grande tâche, c'est 0. On est d'accord? La plus petite, c'est donc 90. Donc 0 est ici à l'horizontale et la petite x est à 90. Donc ça me fait une tâche horizontale. Attention, quand on passe de l'image rétinienne à l'extériorisation, très souvent, bon, vous savez, il y a une sorte d'effet miroir. Parce que le 0 n'est pas du bon endroit. Mais attention, si la tâche est horizontale, elle reste horizontale pour l'extériorisation. Hein. Ne me faites pas un truc comme ça en extériorisation. On l'a déjà vu, hein, ça ne choque personne de parler de ça. Donc la grande tâche, c'est toujours qui? 0. Donc quel que soit, qu'il soit à gauche ou à droite, c'est toujours 0. Et la petite tâche, c'est toujours qui? 90. Donc on a au niveau de l'extériorisation une tâche elliptique horizontale. On est d'accord? Vous allez faire ensuite la croix de Jackson. Vous la notez en toutes lettres. Hein.
Et vous allez prendre les extériorisations. Alors je vais juste effacer parce que là j'ai fait un peu trop grosse. Je pourrais pas faire la conclusion après derrière, ce serait un peu relou. Donc, vous allez faire la croix de Jackson. Vous allez prendre l'extériorisation, vous voyez, je prends l'ellipse horizontale et j'en remets partout. Et on va voir forcément que quoi? Que les lignes préférées, ce seront les... Non, ça se voit pas que c'est les horizontales là? Voilà, vous savez pas vos horizontales et vos verticales? Attendez, je finis juste ça. Donc, ils préfèrent les horizontales. D'accord? Recopiez déjà tout ça et après on fera une petite conclusion pour les deux parce qu'ils sont capables de vous demander ensuite quelles sont les manipulations que vous devez faire pour trouver l'addition pour être confortable à 40 cm. Donc ça, ce sera la dernière question qui sera commune à l'un des deux, parce qu'en fait, ils ne vont pas vous mettre les deux, hein. Ils vont vous mettre un des deux, et suivi d'un test de Sherd. Dans ces deux tests-là, quand vous les utilisez, dans ce qu'on appelle, à la fin de l'examen de vue, pas dans l'examen préalable, mais à la fin de l'examen de vue, quand vous allez régler l'addition. Comment vous allez faire pour trouver la vision de près? D'accord? La vision de près, rappelez-vous, c'est les lunettes que vous devez mettre pour la vision de près. L'addition, c'est la différence entre la VL et la VP. Il y a une nuance entre les deux, on la verra plus tard de toute manière. Pas aujourd'hui, mais on la reverra plus tard. Dans les sujets, il y a une vraie nuance entre VP et addition. Alors, ils peuvent vous dire quelles sont les manipulations que vous devez effectuer pour déterminer la vision de près. D'accord? Donc, on va devoir modifier les sphères. Donc, nous allons devoir ajouter des verres positifs. Donc les verres positifs, ça va faire quoi? Ça va ramener le bloc. Mais attention, on ne va pas s'arrêter à l'égalité des flous entre les verticales et les horizontales ou l'égalité des nets entre les rouges et les verts. D'accord? On va aller donc ajouter des plus jusqu'à inversion des préférences. Donc on va ajouter des verres positifs jusqu'à inversion des préférences. Et retirer quoi? La retirer de la dernière sphère positive. Donc, et retirer la dernière sphère pour revenir à l'égalité. À l'égalité des perceptions. Exactement. Mais on ne s'arrête pas tout de suite dès qu'il vous dit je vois rien. Enfin, je vois les mêmes. D'accord? Normalement, l'idée, c'est quoi? C'est qu'imaginez, je vous montre comme ça, vous comprenez bien. L'idée, c'est qu'il préfère ici les horizontales. On est d'accord? Je mets un petit coup de plus 0,25. Il préfère toujours les horizontales. Il préfère toujours les horizontales. Et il y a un moment, il va dire c'est pareil. Et bien, vous allez continuer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quoi? C'est que si vous avez deux images qui sont de chaque côté, il se peut des fois, par exemple, que ce soit un peu déséquilibré. Mais la nuance est tellement faible que vous n'avez pas de préférence entre les verticales et les horizontales. Malgré que quoi? Que le CMD soit toujours où? Un peu derrière. D'accord? Si on fait la tâche de diffusion, regardez bien, c'est un peu kiff-kiff. Alors, c'est pas encore le CMD, mais la tâche, elle n'est pas vraiment très marquée, finalement. Même si le CMD est toujours derrière. Donc, vous allez continuer de faire quoi? Voilà, jusqu'à ce que le CMD est toujours là, il est passé devant, mais on va vous dire, par exemple, c'est toujours pareil. Vous allez devoir continuer de mettre du plus, et là, à ce moment-là, le CMD, quand il est vraiment passé bien devant, il va vous dire, là, j'ai l'inversion des préférences. Donc, vous allez revenir en arrière. Mais on préférera toujours, pour les visions de près des presbytes, lui laisser le CMD légèrement devant, parce qu'il pourra à ce moment-là légèrement désaccommoder, donc le ramener sur la rétine, plutôt que de le laisser derrière, où là, il va devoir un peu trop forcer, ouais. Parce qu'il met en jeu son accommodation confortable. Il pourrait mettre un tout petit peu plus que ça confortable, pour mettre le CMD sur la rétine, sauf que il va pas être à l'aise. Il va être moins à l'aise que s'il relâchait un petit peu de son accommodation. Donc, quand vous hésitez entre plusieurs étapes de « j'ai pas de préférence entre les deux », vous allez jusqu'à l'inversion, et vous revenez sur la dernière qui me permettait d'avoir l'égalité des flux. D'accord? Donc vous rajoutez des verres positifs jusqu'à l'inversion et vous revenez une fois en arrière pour réobtenir l'égalité des perceptions. On est bien d'accord sur ça? Donc ça, c'est la dernière question posable pour ce genre de test-là. Donc, on va maintenant passer au test de Sherd. Alors le test de Sherd est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Alors, le test de Sherd, qu'est-ce que vous faites? Vous positionnez un test de lecture à 40 cm du plan des verres. Donc vous mettez un test à 40 cm du plan des verres et il y a deux possibilités de réponse
au niveau du sujet. Il porte uniquement sa vision de loin. Donc le sujet porte sa vision de loin, il est presbyte, vous lui proposez quelque chose en vision de près. Et là, contrairement aux deux autres tests où le sujet met spontanément en jeu son accommodation confortable, pour ce test-là, on va chercher à le faire accommoder de manière maximale. Donc là, il met en jeu à L-conf, et là, on va le forcer à mettre en jeu à L-max, d'accord? Donc on y va, on lui propose le test à 40 cm, il y a deux réponses possibles. Ou bien le sujet vous dit, je vois, donc il voit le test net, ou il voit le test flou. Donc, flou. Donc deux possibilités, soit le test, il le voit net, soit le test, il le voit flou. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si le sujet regarde un test à 40 cm, 40 cm en termes de proximité, c'est 2,5 dioptries. Si le sujet vous dit qu'il le voit net, ça veut dire que son accommodation maximale est d'au minimum de 50. Et nous, on va chercher à savoir quel est vraiment son maximal. D'accord? Donc, si le sujet a la possibilité de voir net l'objet, qui est en vision de près les images sont là normalement, d'accord? S'il arrive à la voir net, ça veut dire qu'il arrive à quoi? À ramener l'image sur la rétine, ça veut dire qu'il a au moins 2,5 dioptries d'accommodation maximale. Mais il a peut-être plus. Pour savoir s'il a plus ou pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des verres négatifs. Les verres négatifs, ça a quoi comme impact? Ça va envoyer les images un peu plus loin. Et lui, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va dire non, 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 vous ne me la laissez pas derrière, je vais encore la ramener. Donc plus vous allez rajouter de verres négatifs, plus vous allez le forcer à accommoder au maximum. D'accord? Jusqu'à un moment où vous allez l'envoyer et il va dire écoutez, là, je ne peux plus. Et vous aurez obtenu, pas vraiment son L-max, mais grâce à ce verre-là, vous allez pouvoir obtenir quand même, par des calculs, son L-max. En fait, l'idée, c'est que vous allez rajouter des verres négatifs jusqu'à obtenir une vision floue. Et vous allez revenir sur la dernière sphère qui lui permettait de lui mettre l'image sur la rétine, donc de voir net, pour pouvoir savoir jusqu'à quel moment il mettait en jeu son accommodation maximale. Parce que là, il n'arrivait plus. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le sujet voit net. On introduit par pas de 0,25 des sphères négatives. Donc en fait, la première question, ça pourrait être, est-ce que vous allez mettre des verres positifs ou est-ce que vous allez mettre des verres négatifs? Donc si le sujet voit le test net, on est d'accord qu'on va mettre des verres négatifs. Et vous avez compris que plus tard, si le sujet voit flou, on va plutôt mettre des verres positifs. Mais pour l'instant, on va s'intéresser sur les verres négatifs. Donc vous allez introduire par pas de 0,25 des sphères négatives jusqu'à obtenir une vision floue. Point. On revient une fois en arrière, donc on va devoir revenir une fois en arrière. On enlèvera la dernière sphère négative. Pour revenir à une vision floue, une vision nette. Cette sphère sera delta shared. Donc delta shared, c'est l'addition qui me permet de pousser le sujet à accommoder au maximum à 40 cm. Donc, vous pourrez rajouter si vous voulez, l'addition de shared est la sphère qui me permet de mettre... j'ai dit quoi? Je ne me rappelle plus. Donc, l'addition de shared permet au sujet de mettre en jeu à max, donc permet de mettre en jeu à max, pour voir à 40 cm. D'accord? Donc c'est la dernière sphère qui m'a permis d'obtenir... Enfin, c'est ma dernière sphère qui me permettait encore de maintenir une vision nette. On est d'accord?
Donc, c'est la dernière sphère qui me permettait d'obtenir une vision nette. Et la sphère que j'aurais trouvée, donc, la sphère de Chern, c'est la sphère qui permet aussi de mettre un max en jeu pour voir à 40 cm. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc ça, ce sera des verres négatifs. Donc l'addition de Chern peut être négative, hein, finalement. Oui. Alors, on enlève la dernière sphère négative, donc on rajoute du plus, quoi, si vous voulez. D'accord? Quand j'enlève du moins, je rajoute du plus. Donc, maintenant, si le sujet voit flou. Alors, si le sujet voit flou, on est dans une autre configuration. On est dans la configuration plutôt où le sujet, qu'est-ce qu'il n'arrivait pas? Il n'arrivait pas, il n'avait même pas le 2,50. Donc, ça peut arriver. Hein. Donc, si le sujet voit flou, c'est-à-dire que l'image est restée derrière. C'est-à-dire qu'elle était derrière, il a accommodé au maximum, mais elle est restée derrière. On va devoir faire quoi? Bah, ce petit écart-là, le replacer sur la rétine. Pour savoir à partir de quoi. Donc, on va devoir rajouter du plus à ce moment-là. On est d'accord? Donc, vous allez faire exactement la même phrase. Donc, on introduit des sphères, quoi, par pas de 0,25, par pas de 0,25, des sphères positives, jusqu'à obtenir une vision, par contre, cette fois, nette. Jusqu'à... Merde. Oh. Zut. Obtenir une vision nette. Et cette fois, c'est la première sphère qui me permet, donc la première sphère qui permet une vision nette. Nette. La première sphère qui permet sera delta Chern. D'accord? Donc, en gros, soit si vous mettez des négatifs, vous prenez la dernière qui permettait d'obtenir une vision nette. Hein, la dernière qui permettait d'obtenir une vision nette, juste avant d'avoir le flou. Donc, si c'est pour les négatifs. Et pour les positifs, c'est la première qui permet d'obtenir une vision nette, qui sera delta Chern. D'accord? Donc, là, c'est la dernière négative qui permettait de maintenir une vision nette. Et là, c'est la première qui permet de passer de flou à net. On est d'accord? Dans les deux cas, qu'on ait utilisé des verres négatifs ou des verres positifs, la suite de l'exercice est exactement la même chose. On va vous demander, premièrement, déterminer AL max. D'accord? Parce que ce test-là permet de déterminer qui? AL max. Ensuite, on va en déduire quoi? AL conf. Et à la fin, on vous demandera de déterminer l'addition pour être confortable à 40 cm. Et ensuite, le parcours d'accommodation vision de loin et vision de près. D'accord? Et après de conclure, est-ce qu'on peut mettre des progs ou des bifocaux? Voilà toutes les questions qui vont vous être posées. D'accord? Donc, on va y répondre d'un coup. Vous allez voir, c'est assez simple, mais c'est long. Donc, la première chose à faire, ça va être de déterminer AL max. Pour déterminer AL max, on va utiliser la sphère de Chern, donc le delta Chern, l'addition minimale, hein, enfin l'addition qui nous a permis d'obtenir l'AL max, pour pouvoir le calculer. Suivez bien. On va donc faire une chaîne d'images. Mais pas n'importe quelle chaîne d'images, suivez bien. RP donne RL à travers delta Chern, origine en L. CP donne CL à travers delta Chern. C'est pas delta P, hein. C'est delta Chern. C'est ce qui me permet d'obtenir à 40 cm de mettre en jeu mon accommodation maximale. On est d'accord? Donc, et PP donne PL à travers delta Chern, origine en L. Là, je veux pas être confortable à 40 cm, je veux mettre en jeu mon accommodation maximale. Donc, qui va être à 40 cm? PP, exactement. Donc, PP va être à moins 0,4 m de L. Alors, RL, lui, comme on est toujours parfaitement compensé, RL est toujours à l'infini. Delta Chern, on vous le donnera. D'accord? Ce sera connu. On vous dira, voilà, la sphère qu'on a utilisée pour pouvoir jusqu'à voir net à 40 cm ou la première vision nette à 40 cm. D'accord? Donc, vous l'aurez, delta Chern. Grâce à delta Chern, vous allez calculer qui? PL. Une fois que vous aurez PL et RL, vous pourrez calculer qui? AL max. Donc la première chose, c'est de calculer qui? PL. Donc on y va. PP donne PL à travers delta Chern, origine en L. PP plus delta Chern est égal à PL. Donc relation de Descartes. On est d'accord? Vous cherchez PL, c'est donc égal à PP plus delta Chern. Vous connaissez PP parce qu'il est à 40 cm et vous connaissez delta Chern parce que vous l'avez dans le sujet. Donc là, vous venez de trouver très facilement PL, d'accord? C'est ce que je cherchais. Je l'encadre et je mets au-dessus ce que je cherchais. Donc là, finalement, vous connaissez très facilement qui? PL. Et donc, vous l'avez ici. Grâce à RL et à PL,
vous allez pouvoir calculer qui? AL max. On est d'accord? Donc, on va refaire une formule de l'accommodation, mais à chaque au-dessus de formule, moi, je fais toujours quoi? Chaîne d'images. Donc, delta shared origine en L. PP donne PL à travers delta shared origine en L. Je sais que AL max est égal à RL moins PL. C'est donc égal, alors là, vous avez toutes les valeurs. Donc, il n'y a pas besoin, c'est assez simple. Donc là, on va chercher qui? AL max. Et donc, AL max, vous l'avez trouvé. Vous avez le droit maintenant de l'utiliser. Derrière, vous allez en déduire qui? AL conf. Donc, AL conf est égal à 1/2 de AL max. Ça va pour tout le monde? Donc là, j'ai, grâce à l'addition de shared, réussi à calculer qui? PL, parce que je savais qu'à ce moment-là, PP était à 40 cm. Donc, je connais RL et PL. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Je continue, vous recopierez à la fin, vous inquiétez pas, je vous laisserai du temps. Donc, je continue, suivez bien. Maintenant que j'ai AL max, c'est un tout autre sujet. Maintenant, la chaîne d'image, je ne vais pas la faire par rapport à delta shared parce que je vais devoir déterminer l'addition qui permet maintenant d'être confortable à 40 cm. Donc, c'est complètement une autre chaîne d'image. Toutes les valeurs que vous avez trouvées à part AL max et AL conf, vous les oubliez. On est bien d'accord? Parce que maintenant, la chaîne d'image, c'est quoi? C'est RP donne RL à travers delta P. Cette fois-ci, c'est l'addition pour être confortable à 40 cm. Donc, CP donne CL à travers delta P. Et PP donne PL à travers delta P. Mais cette fois-ci, qui va être à 40 cm? Ça va être CP, moins 0,4 m de L. Donc, tout va changer. Alors, pas vraiment tout, mais considérez, faites comme si que tout allait changer. À part AL max. C'est grâce à ça que vous avez trouvé. Et donc, AL conf. Donc, maintenant, vous connaissez AL conf. On est d'accord? Une des choses aussi que vous connaissez, c'est que RL est à l'infini, comme toujours. Donc, l'idée, c'est que la première chose que vous allez devoir déterminer, c'est la position de CL. Comme ça, vous connaîtrez CP et CL. Ça vous permettra de calculer qui? Delta P. Donc, on y va. On va chercher CL. Donc, CP donne... excusez-moi. Grâce à qui on va trouver CL? Grâce à AL conf, qu'on connaît. Donc, suivez bien. RP donne RL à travers delta P origine en L. CP donne CL à travers delta P origine en L. AL conf est égal à RL moins CL. Je connais AL conf, je connais RL. Donc CL égale à quoi? RL moins AL conf. On est d'accord? Là maintenant, je peux connaître qui à ce moment-là? Donc je connais qui? Je connais CL. Je connais CL, je connais CP. Donc là, dans ce petit carré-là, j'ai trouvé qui? CL. Maintenant, je vais chercher qui? Delta P. Donc delta P, je vais faire donc CP donne CL à travers delta P origine en L. CP plus delta P est égal à CL. Donc delta P est égal à CL moins CP. Et je le connais. Je connais tout le monde. Donc là, je connais grâce à cette formule-là, je connais delta P qui va être le même partout. Maintenant que j'ai tout ça, je vais recalculer PL, même si en vérité, je vais trouver exactement la même chose qu'ici. Mais comme j'ai pas envie que vous mélangiez les chaînes d'images, faites comme si c'était deux compartiments complètement différents. Donc, on va rechercher PL. Donc, on y va. RP donne RL à travers delta P origine en L. PP donne PL à travers delta P origine en L. AL max est égal à RL moins PL. Donc, PL est égal à RL moins AL max. Là, vous avez trouvé qui maintenant? PL. Donc ici, je cherchais qui? PL. Donc PL, hop, je le trouve ici. On est d'accord? Là, je connais maintenant ici tout le parcours d'accommodation vision de loin. Loin, c'est vision de loin ici. Grâce à l'addition que j'ai découverte ici, je vais pouvoir chercher qui? Le parcours d'accommodation vision de près. Il ne me manque plus que qui? Que RP et PP, parce que CP, il a 40 cm. Donc on y va, on va chercher RP. Donc RP, je vais faire quoi? RP donne RL à travers delta P origine en L. RP plus delta P est égal à RL. RP donc égal à RL moins delta P. Là maintenant, alors je ne sais plus quelle couleur je vais pouvoir prendre, hein, du vert. J'ai connu qui? RP. Ça va pour tout le monde? Une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer PP. Donc PP donne
PL à travers delta P originant L, PP plus delta P est égal à PL. PP est donc égal à PL moins delta P. Et là, je viens de trouver, j'ai plus couleur, je vais reprendre du noir, PP. Et là, j'ai trouvé le parcours d'accommodation, vision de loin, vision de près. Je n'aurai plus qu'à le tracer. On est d'accord? Donc, en fait, vous allez faire 1 ici et 1 là, VL, VP. Et attention, mettez bien les images aux bons endroits. Pour la vision de près, vous allez devoir vous référer aux distances que vous avez trouvées. Alors là, je n'ai pas les distances, donc je ne pourrais pas vous le faire. Mais vous référez aux distances vision de loin pour positionner vos visions de près. Parce qu'ensuite, on devra vous demander de conclure. Est-ce que le sujet peut porter des bifocaux ou est-ce qu'il est obligé de porter des progressifs? Si les deux zones de vision de confort se chevauchent, donc si les deux zones de vision nette et confortable se chevauchent, alors vous pouvez me porter des bifocaux. Si vous voyez qu'il y a, quand on passe du vert et qu'on descend, on tape dans du rouge, voire pire, on tape dans une zone de vision nette mais inconfortable, voire pire dans une zone de vision floue, alors là, on sera obligé de porter des progressifs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier tout ça. Donc vous avez vu, alors il y a plus de calculs, plus de choses à faire, il y a même des schémas un peu plus importants dans le Sherd. Très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font un des deux et ils vous font compléter par Sherd. Et des fois, il y a des petites différences entre les deux. Et en fait, c'est parce que celui-là est beaucoup plus pratique et celui-là beaucoup plus théorique, parce qu'on partira quand même du principe que Lconf égale 1/2 de Lmax, alors que ce n'est pas le cas chez tout le monde. D'accord? Donc là, c'est beaucoup plus théorique, il y a beaucoup plus de calculs, et donc il y a beaucoup plus de matière dans les sujets de BTS. Le sujet vient d'avoir 50 ans, donc là c'est un problème qu'on a inventé. Suivez bien, le sujet vient d'avoir 50 ans. Donc il vous le demande d'étudier son cas, et il vous dit qu'en vision de loin tout se passe bien, et qu'en vision de près il n'y a pas de problème. Donc il porte plus 4, addition 2. Alors en fait, addition 2 pour quelqu'un de 50 ans, ça me paraît un peu balèze. Donc en règle générale, ce qu'il faut que vous compreniez, que vous appreniez, c'est quoi? Chut. En fonction de l'âge, vous avez globalement vous êtes aux alentours de certaines additions. Donc les additions vont dépendre en général de l'âge d'une personne. Ça va être un peu lié. D'accord? Mais il y a aussi un petit peu de compensation qui va jouer, mais vous allez voir, je vais vous en parler juste après. À partir de 60 ans, la norme, c'est d'avoir une addition de 2,50. En fait, à partir de 50 ans, on considère que vous avez quasiment plus du tout d'accommodation en réserve. D'accord? Donc, à 60 ans, vous avez une addition de 2,50. À 58 ans, alors le but du jeu, c'est quoi? C'est que tous les 2 ans, plus bas, on a une addition plus faible de 0,25. Donc à 58 ans, vous avez une addition aux alentours de 2,25. À 56 ans, vous avez une addition de 2. À 54 ans, une 75. Alors c'est 54. 52 ans, une 50. À 50 ans, une 25. À 48 ans, une. Et à 46 ans, c'est là où vous commencez à apporter des progressifs, 0,75. En général, vous ne mettez pas des additions de 0,50 à quelqu'un. Il y a une zone un peu grise où on ne sait pas trop ce qu'on fait, est-ce qu'on met addition, pas d'addition. Donc c'est un peu compliqué. Donc en fait, en fonction de l'âge des personnes, vous avez des additions qui sont plus ou moins cohérentes. Donc lui, il a 50 ans. On s'attend plutôt à une addition aux alentours des 1,25, 1,50 ou 1, quoi. Pas à 2, ça me paraît un peu gros. D'accord? Donc là, on s'attend à ce que son addition, ou sa VP en tout cas, soit un peu trop forte. Finalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que je viens de vous noter là va aussi beaucoup dépendre de l'amétropie originelle de la personne, d'origine de la personne. Donc en fait, si vous avez des gens qui sont très 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 fort myopes, vous savez qu'ils ont moins d'efforts à faire que les autres. Donc la presbytie va arriver plus tard et les additions vont arriver plus tard finalement. Alors que quand vous êtes très hypermétrope, ça va arriver plus tôt. Donc ça à prendre avec des pincettes, c'est genre en gros le cas de l'hémétrope finalement. Mais on est aux alentours de ces additions-là en fonction des âges. Et on ne dépasse pas les 2,50, on calcule que très rarement. Dans quel cas on dépasse les additions de 2,50? C'est quand les gens ont des pathologies, ont des très faibles acuités. Et donc, en fait, comme ils n'arrivent pas à voir à 40 cm, ils ont la volonté de faire quoi? De rapprocher. Donc forcément, s'ils n'ont plus d'addition, pour rapprocher, la seule chose qu'on ait à faire, c'est quoi? C'est de leur rajouter une addition un peu plus élevée que 2,50, qui est normalement pour une utilisation à 40 cm. D'accord? Donc, quand vous avez des additions plus élevées que 2,50, soit il y a un problème, soit il y a une pathologie derrière, ou une chute d'acuité, une amblyopie, des choses comme ça, qui font que la personne veut rapprocher, a besoin de rapprocher pour pouvoir voir net. D'accord? Donc déjà, je vous laisse recopier ça. Donc toujours dans le même cas, alors
Lors des examens préalables, donc dans les examens préalables des presbytes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le revip et le harmon. Alors je vous rappelle quand même que le revip, c'est ce qu'on appelle le réflexe visio-postural. C'est la distance habituelle où le gars a l'habitude de travailler en vision de près. Hein. Donc c'est la distance réflexe, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne ou pas bonne. C'est la distance habituelle de réflexe de la personne. Distance habituelle de travail, habituelle. Et par contre, il y a le harmon, distance entre le pouce et le coude, rappelez-vous. Ça, c'est la distance idéale à laquelle on est censé travailler. Donc normalement, pour les personnes normales, vous êtes censé avoir harmon égale revip. D'accord? Ça voudrait dire que vous fonctionnez normalement. Si revip est trop différent du harmon, ça veut dire que vous avez soit tendance à éloigner si revip supérieur à harmon, soit tendance à rapprocher si revip est inférieur à harmon. Ici, on voit que revip est de 35 et harmon est de 40. Donc la personne a tendance à faire quoi? À vouloir rapprocher. Alors quand on est presbyte, c'est pas vraiment le plus courant. Normalement, quand vous êtes presbyte, vous avez tendance à faire quoi? À éloigner. Ça veut dire quoi quand vous éloignez? C'est-à-dire que la VP est trop faible. Si vous avez tendance à rapprocher, ça veut dire que la VP est trop forte, finalement. Donc, question 1, quelles informations vous donnent ces deux valeurs? Donc déjà, vous allez devoir déterminer, enfin donner les définitions de chaque valeur. Hein. Revip, c'est ce qu'on appelle le réflexe visio-postural, c'est la distance habituelle de travail. Et le harmon, c'est la distance idéale de travail. Donc c'est la distance à laquelle on est censé travailler. Et là, vous allez devoir commenter ces deux valeurs qui disent que quoi? Que si revip est inférieur à harmon, et c'est le cas ici, ça veut dire que quoi? Que sa VP est trop forte. On est bien d'accord sur ça? Alors, il y a deux vocabulaires différents. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment la distinction entre VP et addition. La VP, c'est la puissance globale en bas du verre pour voir en vision de près. D'accord? Et si vous avez tendance à rapprocher, ça veut dire qu'elle est trop forte. L'addition, c'est, écoutez bien, sa définition, c'est la différence entre la vision de loin et la vision de près. C'est le passage de vision de loin en vision de près, combien il y a d'écart entre les deux. Ça vous donne l'addition. D'accord? En général, quand vous avez des problèmes en vision de près, vulgairement, on dit que vous avez des problèmes d'addition, mais c'est faux. C'est-à-dire que votre VP est fausse, mais ça peut être dû à deux problèmes. Ou bien, votre addition est bonne, mais il y a un problème en vision de loin, et malgré que vous ayez une bonne addition, si vous ne partez pas de la bonne VL, forcément, vous arrivez sur une VP fausse. Ou bien, si votre VP n'est pas bonne, et que votre VL est bonne, c'est que votre addition est mauvaise. D'accord? Donc, quand vous dites VP trop forte, ça englobe tous les cas possibles. D'accord? Et au moins, ce n'est pas faux. Parce que dire addition trop forte, sans savoir si la DL est bonne, ce serait faux. Alors là, comme le sujet vous a dit, il n'y a pas de problème en vision de loin, on va partir du principe que sa vision de loin est parfaite. Donc s'il a un problème en vision de près, il a un problème en vision de près, on voit bien, ça doit être sûrement un problème d'addition. D'accord? En partant du principe, bien évidemment, que sa DL n'est pas mauvaise. On est d'accord? Donc, mais il faut bien faire la distinction entre VP et addition, faire très attention à ça. Donc, surtout quand vous parlez à l'examen de vue, vous allez voir, ça va être très délicat. On en parlera quand on fera les examens de vue, mais rappelez-vous que normalement, quand vous faites les examens de vue, à la fin, vous déterminez l'addition, enfin en tout cas la vision de près plutôt, vous déterminez la vision de près, et comme à l'essai perceptuel, vous allez légèrement modifier la vision de loin, parce que vous allez rajouter un petit coup de moins 0,25, ça va modifier l'addition. Pas la VP, mais l'addition, la différence entre la VL et la VP. Donc il faudra faire très attention à ça, en termes de vocabulaire, quand vous vous exprimez devant les jurys en optométrie. Alors je continue sur la question 2, qui est, tout en sachant pour l'instant que dans le sujet là, sa VP est trop forte. Donc ça veut dire que le bloc les images sont en avant de la rétine. Pour le coup, si vous mettez un test à 40 cm et qu'il a tendance à le rapprocher, si vous le laissez à 40 cm, s'il le rapproche, c'est parce que les images sont en avant. Donc, lors du test rouge-vert placé à 40 cm du sujet, les caractères noirs étaient-ils plus nets, plus noirs, plus contrastés sur fond rouge ou sur fond vert? Tout en sachant que le sujet avait une VP trop forte, à ce moment-là, comme bon, de manière générale, normalement, c'est toujours les verts qui sont préférés, mais là, dans ce cas-là, c'est un cas exceptionnel où le sujet a une VP trop forte et qu'on est dans les examens préalables, alors il va préférer le rouge. Ça va pour tout le monde? Donc, on va devoir faire un schéma pour montrer ça. Et attention, vous allez voir que le schéma est légèrement différent que de ce qu'on... Enfin, non, il n'est pas différent du tout, mais en gros, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est H, H', R'. Et ici, alors il porte des verts positifs, donc je mets des verts positifs, c'est DP plus delta P. Je ne mets pas DL. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il est parfaitement compensé ou pas, mais en tout cas, le global n'est pas bon. On est d'accord? On est en vision de près, et comme je sais qu'il a tendance à vouloir rapprocher, si je positionne le test à 40 cm, forcément l'image M' jaune est ici. Et donc, M' rouge est là, et
M' vert. Et là, c'était un piège. Parce qu'en général, quand on vous dit au test rouge vert pour un presbyte, forcément, il préfère le vert parce que l'image est toujours en arrière. Sauf quand la VP est trop forte. Et c'était le cas. Donc, on y va, on fait les rayons. On fait le premier rayon, rappelez-vous, toujours premier rayon, suivi de quoi? La pupille. Une fois qu'on a fait le premier rayon et la pupille, on va s'attaquer au second rayon. Et on voit que quoi? Que la tache de diffusion rouge est plus petite que la tache de diffusion verte. Donc diamètre de Z' rouge, plus petit que diamètre de Z' vert. Donc le sujet aura une préférence pour les caractères noirs sur fond rouge. Ça va pour tout le monde? Mais ça, c'est dans le cas où le sujet a une VP trop forte. Et le seul indice qui me permettait de savoir ça, c'était la comparaison entre le revip et le Harman. Donc avant de répondre à une question sur le test rouge-vert, posez-vous d'abord la question de que porte-t-il? Déjà, alors premièrement, posez-vous la question de est-ce que c'est pendant les examens préalables ou pas? Parce que quand c'est dans les examens préalables, il y a les deux réponses possibles. Quand c'est pas dans les examens préalables, quand c'est pour déterminer l'addition, il ne porte que DL. Donc il n'y a qu'une réponse possible où les images sont en arrière. On est bien d'accord? Là, on était dans les examens préalables. On savait que ça avait pas été trop fort parce qu'il y avait des indices pour le dire. À ce moment-là, l'image est en avant. S'il y avait des indices que la VP était trop faible, on aurait mis les images en arrière. On est bien d'accord sur ça? Exactement, on aurait une préférence verte si la VP était trop faible. La question suivante, c'était donc rappeler le principe du test rouge-vert. Alors normalement, c'était au-dessus que j'aurais dû la poser. Hein. Donc je me suis trompé, je l'ai mis en arrière. Donc sur quoi est basé le test rouge-vert, rappelez-moi? Donc c'est sur les aberrations chromatiques longitudinales de l'œil. D'accord? Donc là, ça, normalement, c'est un peu une question cadeau. Suivez bien. Ensuite, ils vont passer au test de Sherd. Alors très souvent, faites gaffe, dans les sujets, ils ne vous préviennent pas que c'est le test de Sherd. Là, je vous ai prévenu. Dans le sujet que j'ai fait, je vous ai prévenu. Mais le jour de l'examen, ils vous décrivent ce qu'ils font. Donc, il y aura exactement la même rédaction que ce que j'ai mis ici, mais sans marquer on fait le test de Sherd. Il y a tout le temps. Donc, suivez bien. Vous décidez de déterminer l'addition. Et ils s'arrêteront là. Moi, j'ai marqué à l'aide de la méthode de Sherd. D'accord? Vous placez une ligne de lettres à 40 cm du sujet. Le sujet dit voir la ligne de lettres nette. Il la voit nette. Vous ajoutez alors des sphères par pas de 0,25. Avec l'ajout de 0,75, le sujet ne voit plus la ligne de lettres nette, alors qu'avec 0,50, il la voit encore nette. Première question, c'est de quel signe les sphères ont été ajoutées? Négatif ou positif? Négatif, pourquoi? Parce que le sujet voyait net les lignes de lettres. Donc, vous allez devoir dire que les lignes de lettres étant vues nettes, pour faire accommoder le sujet encore plus, nous avons mis des sphères négatives. On est d'accord? Question 5. Calculer l'accommodation maximale du sujet. Vous savez que delta Sherd égale à combien? Alors, delta Sherd, c'est égal à combien d'ailleurs? Moins 0,50. Hein. On prend la dernière sphère qui me permettait d'obtenir une vision nette, de maintenir une vision nette. On est d'accord? Donc, delta Sherd, c'était donc moins 0,5 dioptrie. On est tous d'accord sur ça? Très bien. Donc, suivez bien. Je vais devoir déterminer quoi? AL max. Comme tout à l'heure, je vais commencer par chercher qui? PL. Donc, je vais devoir faire les chaînes d'images avec delta Sherd. Voilà, la première chaîne d'images. Donc, RP donne RL à travers delta Sherd d'origine en L. CP donne CL à travers delta Sherd d'origine en L. À la limite, je pourrais même ne pas la mettre. Et PP donne PL à travers delta Sherd origine en L. À ce moment-là, comme j'ai mis delta Sherd, j'ai forcé le sujet à accommoder à combien? À 40 cm, mais de manière maximale. Donc, qui va être à 40 cm? PP. PP donc va être à moins 0,4 m de L. Et RL, lui, est toujours où? À l'infini, le sujet étant toujours parfaitement compensé. Vous connaissez PP, vous connaissez delta Sherd, vous allez calculer qui? PL. On y va? Donc là, on va faire le calcul complet avec même les valeurs des distances, hein, parce que c'est intéressant comme les distances. Donc, chaîne d'image, RP donne RL à travers delta Sherd, excusez-moi, origine en L, et PP donne PL à travers delta Sherd, origine en L. Non, d'abord, je vais chercher PL, excusez-moi. Je cherche PL. Donc, PP plus delta Sherd est égal à PL. D'abord, je cherche PL. Non, on s'en fout. Alors, vous savez donc que PL est donc égal à PP plus delta Sherd.
C'est donc égal à combien? 1 sur moins 0,4, moins 2,50, plus delta shard, moins 0,5. Ça fait donc moins 3 dioptries, ouais, pour PL. Donc LPL est égal à 1 sur moins 3, moins 0,333 mètres. Une fois que vous avez ça, vous avez le droit d'utiliser la formule RL moins PL. Mais attention, à chaque formule, sa chaîne d'image, on est d'accord? Donc RP donne RL à travers delta shard, putain, je me trompe tout le temps, shard origine en L. PP donne PL à travers delta shard origine en L. AL max est égal à RL moins PL. Donc PL est... non, AL max... Non, je cherche AL max. RL... donc AL max est égal à 0, parce que RL est à l'infini. Moins PL, c'est combien? Moins 3. Ça fait donc plus 3 dioptries. Donc AL max est égal à plus 3. Question suivante, ce serait donc d'en déduire AL conf. AL conf est égal à 1 demi de AL max. C'est donc égal à 1 demi fois 3, ça fait 1,5 dioptries. Donc déjà, je vous laisse commencer par recopier comment faire pour déterminer AL max et AL conf grâce à la méthode de Shard. Question suivante, une fois qu'on a AL conf et AL max, on part sur un tout autre exercice, rappelez-vous Amélie. On part maintenant sur une toute autre nouvelle chaîne d'image. Donc on fait comme si, le nouvel énoncé c'était, imaginez Amélie, qu'on vous dise, maintenant que AL max est égal à 3, et que AL conf est 1,50, déterminez-moi le parcours d'accommodation vision de loin, déterminez-moi l'addition pour être confortable à 40 cm, et ensuite déterminez-moi le parcours d'accommodation vision de près. Ça va voir? Donc, moi ce que j'aime bien c'est déterminer le delta P tout de suite. Donc en fait on va devoir faire une nouvelle chaîne d'image. D'accord? Avec RP donne RL à travers delta P, cette fois-ci origine en L. CP donne CL avec delta P, origine en L. Et PP donne PL à travers delta P, origine en L. Et là, c'est un nouvel exercice. On veut que vous soyez confortable à 40 cm. Donc, qui va être à 40 cm? CP, exactement. Moins 0,4 m de L. Le but du jeu, c'est d'être confortable. Maintenant, vous oubliez tout le reste. La seule chose qui vous intéresse, c'est que vous connaissez AL max qui est de 3 et L conf qui est de 1,5. Et maintenant, on vous demande de tout recalculer. La seule chose que vous connaissez, par contre, c'est RL à l'infini. Donc, on va déterminer d'abord CL. Grâce à ça, on aura CP, CL, on va trouver delta P. D'accord? Donc, première étape, c'est de déterminer CL. Donc, RP donne RL à travers delta P, origine en L. CP donne CL à travers delta P, origine en L. AL conf est égal à RL moins CL. On est d'accord? Donc, CL est égal à RL moins AL conf. RL, c'est 0. Moins AL conf, c'était combien? 1,5. Ça fait donc moins 1,5 dioptries. Donc, LCL est égal à 1 sur moins 1,5. Ça fait donc moins 0,667 mètres. Prenez un réflexe. C'est à chaque fois de mettre quoi? Les valeurs dans la chaîne d'image. Moins 0,667 mètres de L. Parce que quand vous allez devoir déterminer le parcours d'accommodation et le tracé, vous allez sinon devoir à chaque fois tourner les pages 50 fois, ça va être agaçant. Donc, là, je viens de trouver CL et j'ai CP. Donc là, je vous le mets ici. C'était pour trouver qui? CL. Maintenant, je vais chercher qui? Delta P. Très bien. Donc, delta P. On y va. CP donne CL à travers delta P origine en L. CP plus delta P est égal à CL. Donc, delta P est égal à CL moins CP. CL, c'est combien? On avait dit moins 1,50 en dioptrie. Moins 1,5 moins 2,50. Parce que 1 sur moins 0,4, ça fait moins 2,50. Moins 2,5. Ça fait donc combien? Plus une dioptrie. Là, je viens de trouver qui? Delta P qui était égal à combien? Donc à ce moment-là, plus 1. À partir du moment où maintenant je connais delta P qui est de plus 1 partout, je vais commencer par finir mon parcours d'accommodation vision de loin. Donc je vais chercher PL. Et une fois que j'aurai PL, j'ai plus qu'à faire quoi? À faire une relation de Descartes pour trouver RP et PP. D'accord? Donc je vais chercher PL. Vous allez voir que je vais trouver exactement la même chose qu'ici. Mais comme c'est des chaînes d'images différentes, j'exige que vous ne vous trompiez pas, que vous ne mélangiez pas les deux et que vous le recalculiez, même si vous allez trouver la même valeur. D'accord? Donc, on y va. RP donne RL à travers delta P origine en L. PP donne PL à travers delta P origine en L. AL max est égal à RL moins PL. PL est donc égal à RL moins AL max. C'est donc égal à 0 moins 3. Donc ça fait moins 3 dioptries. L
PL est égal à 1 sur moins 3, moins 0,333 mètres de... Enfin, moins 0,333. Donc ici, je vais marquer moins 0,333 mètres de L. D'accord? L'addition, en fait, ça n'impacte pas la vision de loin, hein, finalement. La vision de loin, elle n'est pas impactée par l'addition. C'est la vision de près qui va complètement modifier. Donc, là, je viens de trouver qui? PL. D'accord? Hop, PL. Point d'interrogation. Je finis et après vous poserez toutes vos questions. Je continue sur RP et ensuite PP. Pour trouver RP, vous avez deux possibilités, mais la plus simple, c'est quoi? C'est de calculer avec une relation de Descartes. Donc en fait, RP, alors je cherche RP, hein, donne RL à travers delta P. RP, original, plus delta P est égal à RL. Donc RP est égal à RL moins delta P. C'est donc égal à 0 moins... C'est combien l'addition? C'était plus 1. Donc ça fait moins 1 dioptrie. Donc L, R, P, 1 sur moins 1, ça fait moins 1 mètre. Moins 1 mètre. Donc là, je vais le noter. Moins 1 mètre de L. On continue. Et il ne me reste plus qu'à trouver qui? PP. Donc on y va. PP donne PL à travers delta P origine en L. PP plus delta P est égal à PL. PP est donc égal à PL moins delta P. PL, on avait dit que c'était combien? On avait dit donc moins 3 dioptries. Moins delta P, 1. Ça fait donc moins 4 dioptries pour PP. Donc L, PP est égal à 1 sur moins 4. Ça fait moins 0,25 mètres de L. Donc moins 0,25 mètres de L. Prenez vraiment ce réflexe, quand vous déterminez un parcours d'accommodation, de mettre toutes les valeurs sur la chaîne d'image, parce que vous allez voir que maintenant, ça va être très simple. On va devoir le tracer. Donc on y va pour le tracer. Alors là, je vous rappelle que j'ai cherché PP. Donc on y va pour le tracer. On va tracer la VL et la VP. Et vous allez voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous tracez la VP, faites attention par rapport à la VL. Vous mettez les H, H' au même endroit. Vous mettez ici juste DL. Donc c'est des valeurs positives, je crois. Ici, vous mettez DL plus maintenant delta P. D'accord? Donc la différence entre la VL et la VP, c'est qu'en VP, je porte en plus l'addition. Donc, RL, on sait qu'il est où? À l'infini. CL, il va être là. PL, il va être là. Alors CL, il est où? Moins 0,667 mètres de L. PL, il est où? Moins 0,333 mètres de L. Ensuite, RP, il est où à 1 mètre? Attention, 1 mètre en vision de loin, c'est là. Donc, RP sera là. Moins 1 mètre. D'accord? On se base par rapport à la vision de loin. Hein. Faites attention pour pouvoir bien comparer ensuite. CP, 40 cm, c'est là. Donc, CP est ici, moins 0,4 mètres de L. Et PP, à 25 cm, c'est donc plus proche. PP, donc à moins 0,25 mètres de L. Et enfin, on va devoir dire quand est-ce que c'est net et confortable, quand est-ce que c'est net et inconfortable. Donc entre RL et CL, c'est toujours net et confortable. RP, CP, c'est net et confortable. Et entre CL et PL, et CP et PP, c'est net mais inconfortable. Et donc finalement, lui, suivez bien, quand on va être en vision de loin, je vais voir net et confortable de l'infini jusqu'à 66 cm. Et quand je vais basculer sur ma VP, je vais être directement confortable. Donc je peux me permettre de mettre des bifocaux. L'idée, c'est que vous pouvez mettre des bifocaux si les deux zones vertes se chevauchent. Si vous avez une zone de vision floue entre les deux ou un inconfort entre les deux, vous êtes obligé de mettre des progressifs. On se rappelle vite fait d'une chose et après on s'en va. Les moyens de compensation du presbyte en lentille. Hein, quand on aura vraiment fait la boucle entière. Donc les 3 moyens de compensation du presbyte. Le premier, c'est la monovision. Alors la monovision, c'est quoi? C'est je compense un œil vision de loin, un œil vision de près. Alors je perds en fusion, mais ça me permet quand même de travailler. D'accord? Oui, on peut faire ça. Ça s'appelle la monovision. Donc en gros, on va travailler avec un œil en vision de loin, un autre œil en vision de près. Bon, on perd la fusion, mais c'est relou. Enfin, c'est pas très grave. Non, en lentille, je parle. Je parle en lentille, sinon en lunette. On peut faire ça. Je continue. Quand à cataracte, il y en a qui font ça. Alors, ensuite, le deuxième moyen, c'est la bascule. La bascule, c'est l'équivalent de lentille bifocale. Donc la bascule, c'est, il y a une vision de loin en haut, une vision de près en bas, et en fonction de là où vous allez positionner votre œil, bah, c'est comme un bifocal, quoi, finalement. Et enfin, vous avez la vision alternée,
Voilà, et c'est les lentilles progressives qui sont... Donc les puissances sont mises de manière concentrique. Donc c'est une lentille progressive où les puissances, donc la progression se fait de manière concentrique. C'est pas comme le verre où vous devez à chaque fois descendre, etc. Et ensuite, donc vous avez plein d'images qui arrivent sur l'œil et le cerveau va choisir uniquement l'image qui l'intéresse. On est d'accord ?